Bonsoir tout le monde et bienvenue à la conférence Nouveaux règlements sur les IPS et soins à la population, une solution complémentaire à vos soins de santé, présentée par le réseau des diplômés des donateurs de l'Université de Montréal en collaboration avec la Faculté des sciences infirmières. Je me présente, Sylvie Dubois, doyenne de la faculté, et suis heureuse ce soir d'assurer l'animation. La conférence concerne l'adoption du projet de loi 43 sur les infirmiers et infirmières du Québec et de son règlement. Et on va discuter ce que ça représente en termes d'accès aux soins et services à la population en termes de santé. Cependant, avant de vous parler de cette avancée historique au Québec pour la pratique avancée en sciences infirmières, j'aimerais donner la parole à ma collègue Lindsay Dora-Germain, conseillère aux relations avec les diplômés, pour vous dire un mot. Merci beaucoup, Madame Dubois. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation et d'avoir saisi cette belle occasion de garder contact ou de retrouver vos consoeurs et confrères de la Faculté des sciences infirmières. Comme Madame Dubois l'a mentionné, je suis votre conseillère aux relations avec les diplômés. Mon rôle est d'être une courroie de transmission entre vous et toute la communauté de l'Université de Montréal, un levier afin de consolider et faire rayonner vos projets, mais aussi une voix pour vous faire entendre et répondre à vos besoins. Je sais que les diplômés de la Faculté des sciences infirmières s'illustrent de bien des manières et nous sommes heureux de partager vos bons coups, petits et grands, avec toute la communauté universitaire. Comme vous le savez probablement, nous publions un bulletin exclusif pour les diplômés de la Faculté des sciences infirmières et le sujet du dernier numéro était justement l'adoption du nouveau règlement sur les IPS. Donc, j'espère que vous avez apprécié le contenu et n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos suggestions pour les prochains numéros. J'invite donc tous les diplômés à communiquer avec moi sans réserve. Je suis à l'écoute. Je vous invite par ailleurs à visiter la page calendrier sur le site du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal pour les prochains événements comme ceux-ci. Nous développons une série d'événements en ligne pour notre communauté de diplômés. Il y a une ciné-conférence sur la maladie de Parkinson, par exemple, ou encore une conférence sur l'heure du midi concernant l'aménagement et le bien-être des personnes âgées. Donc, je vous invite à y faire un tour. Merci encore de vous joindre à nous ce soir et je vous repasse la parole, Madame Dubois. Merci, Lindsay. Écoutez, outre la COVID et tous ces aléas dont on se fait gaver depuis la dernière année, il y a des bons coups qui se passent et le changement de la loi et son règlement en font partie. Alors, ce soir, on va prendre un moment ensemble, on va faire un temps d'arrêt pour s'informer et mieux comprendre ce que cela implique. Et quelles sont les meilleures personnes pour nous en parler s'ils ne sont pas les infirmières elles-mêmes? Alors, la première partie de cette conférence sera une présentation suivie d'un échange entre les panélistes et nous terminerons par vos questions du public qui, je le répète, doivent être consignées dans le bas de l'écran dans l'onglet Q et R. Donc, c'est questions-réponses. Alors, je vous présente enfin nos deux invités. Vous avez pu voir leur mini curriculum vitae qui apparaissait à l'écran tantôt. Alors, je vais tenter de résumer le tout parce que j'aimerais bien qu'elle passe plus de temps pour présenter le sujet. Alors, Christine Laliberté est infirmière praticienne spécialisée de première ligne, donc IPSPL, au CIUS de la capitale nationale depuis 2009. Elle cumule plus d'une trentaine d'années d'expérience combinées en centre hospitalier et en soins de première ligne, ce qu'on appelle les soins de proximité. Chargée de cours et coordonnatrice de stage, elle enseigne depuis 2010 à la maîtrise à l'Université Laval. Elle est aussi la conceptrice et la chargée de projet d'une clinique à Québec, le projet Archimède, projet qui a vu le jour en 2014 et qui a été déployé en 2017. Elle est aussi présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec depuis 2015. Son mandat de représenter les IPS du Québec se fait autant sur les plans politiques, stratégiques que médiatiques. Récipiendaire du prix Florence, engagement professionnel de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec en 2018,
Elle a également reçu le prix Reconnaissance de la capitale en termes de personnalité des services publics 2019 de la capitale Assurance et Services financiers. Quant à sa collègue Isabelle Levasseur, qui est aussi infirmière praticienne spécialisée première ligne, elle est vice-présidente de la même association. Diplômée en soins infirmiers du Collège Louis-Xavier Garneau à Québec en 2003, Isabelle Levasseur poursuit son baccalauréat en sciences infirmières à l'Université Laval et le complète en 2006, tout en travaillant principalement à l'urgence comme infirmière. Elle entreprend sa maîtrise d'infirmière praticienne spécialisée de première ligne à l'Université de Montréal. Elle est donc une de nos diplômées. En 2008 et la complète en 2010. Elle poursuit alors sa carrière comme infirmière praticienne spécialisée de première ligne au groupe de médecine de famille familiale universitaire de la Cité de la Santé à Laval jusqu'en 2018, tout en combinant l'enseignement universitaire. Elle fait un saut comme chef de service des IPS au CIS de Laval, mais reprend la pratique clinique en septembre 2020 en ajoutant la pratique en CHSLD, donc auprès des personnes âgées, à son rôle d'infirmière praticienne spécialisée en groupe de médecine de famille. Isabelle s'implique aussi activement auprès du développement du rôle de l'IPS au Québec en tant que vice-présidente de l'association, poste qu'elle occupe depuis 2014. Avant de donner la parole à mes collègues, je tiens personnellement à les remercier pour l'excellent travail qu'elles ont fait au niveau de la loi et du règlement à la commission parlementaire, événement qu'on ne vit qu'une fois dans notre vie. Alors, merci beaucoup mes collègues et à vous la parole. Ça nous fait plaisir, Isabelle et moi, d'être là aujourd'hui. Je pense qu'après autant d'années de labeur, on est contente et satisfaite, les infirmières praticiennes, de pouvoir offrir des soins nouveaux, plus autonomes à la population. Ça va nous faire plaisir de vous en parler. Donc, sur ce, on va débuter la présentation. Alors, je pense qu'on a été bien présenté. Je n'ajouterai pas là, à cet effet-là d'informations supplémentaires. Excusez-moi, c'est mes diapositives qui n'avancent pas. Alors, je voulais vous dire que la présentation, en fait, s'adresse principalement au public général, pas spécifiquement aux infirmières praticiennes. Le contenu, quand même, pourrait plaire aux infirmières praticiennes puisque l'information sera là. Mais le 22 janvier 2021, on a fait une présentation spécifiquement pour les infirmières praticiennes que vous retrouvez au lien qui est affiché à l'écran et que vous pouvez vous procurer en communiquant avec l'adresse info@commercial-ipsq.com. Donc, ce sera une version intégrale, plus détaillée, notamment au niveau administratif, parmi l'ensemble des nouvelles fonctions qu'on peut faire. Mais dans la présentation, on va quand même en parler aujourd'hui. Alors, brièvement, je vais vous parler de l'association en soi. Alors, la IPSQ a été créée en 2005 par des infirmières praticiennes, vraiment dans le but de pouvoir faire promouvoir le rôle, mais aussi en parler, le développer, s'assurer de sa pérennité, s'assurer qu'on puisse optimiser l'utilisation qu'on peut en faire pour les soins de la population du Québec. C'est un organisme qui est à but non lucratif. Il est sans attache syndicale ou corporative. Donc, notre mandat, c'est vraiment là de pouvoir permettre à la population du Québec d'avoir un rôle infirmier, donc en pratique infirmière avancée, les infirmières praticiennes, à la hauteur de la formation qu'elles ont reçue et de répondre donc aux attentes de la population. On est membre en tant qu'association aussi des grandes associations pan-canadiennes desquelles on s'est inspiré, mais avec qui aussi on a travaillé beaucoup au cours des dernières années. On a donc l'Association des infirmières et infirmiers praticiens du Canada, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, l'Académie canadienne des sciences infirmières et aussi le CIDIF, qui est le secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Donc, l'association est présente notamment pour les infirmières praticiennes qui peuvent s'y inscrire sur une base volontaire. Et avec les années, on a beaucoup travaillé justement au rôle en faire la promotion dans les médias, mais aussi dans les universités et à l'international. On a donc maintenant un rôle d'accompagnement pour les infirmières en pratique avancée en Suisse, en France et aussi le Brésil qui s'intéresse vraiment beaucoup aux avancées qu'on a ici au Québec.
Alors, le plan de la présentation, on va regarder d'abord le contexte des changements réglementaires. Suite à ça, on va vous parler des spécialités des infirmières praticiennes, de la formation académique, notre rôle tant dans la pratique infirmière avancée, incluant les compétences médicales, notre profil de pratique, les clientèles et les milieux de pratique où on va nous retrouver. Et on va terminer par les activités cliniques administratives découlant des nouveaux changements législatifs qui sont en place depuis le 25 janvier avant de conclure. Alors, sur ce, je vais vous donner un bref aperçu des changements législatifs et je vais céder la parole à Isabelle. Alors, juste pour vous dire, c'est que depuis 2019, il y a des travaux qui sont faits pour amener des changements au niveau de la loi. Donc, c'est la loi des infirmières et infirmiers du Québec et autres lois et règlements qui en découlent, qui ont été modifiés. L'objectif étant d'offrir une accessibilité supplémentaire à la population pour accéder aux soins et services. Et cette nouvelle loi-là a fait en sorte, entre autres, d'amener des nouvelles modalités et de faire en sorte que les infirmières praticiennes maintenant relèvent complètement de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et non plus de la loi médicale. Et les changements ont fait en sorte que les directrices des soins infirmiers des différents établissements sont maintenant responsables de la surveillance de l'accompagnement des infirmières praticiennes, ce qui va de soi étant donné que nous-mêmes, nous sommes des infirmières. Il y a eu aussi une bonification du champ d'exercice. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. À ce niveau-là, on verra qu'est-ce qu'on a eu comme modification dans nos activités médicales. Et il y a les changements, comme je vous disais, des lois et règlements qui vont en découler. Donc, notre titre parlait du règlement sur les infirmières praticiennes. C'est comme de faire une mise en pratique plus près de la pratique clinique de la grande loi qui a été votée par le ministère pour qu'on puisse vous offrir des soins à un niveau plus autonome. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Isabelle. Merci, Christine. Donc, je vais commencer par détailler un peu, en fait, les 5 classes de spécialité que nous avons comme infirmières praticiennes spécialisées. Au Québec, initialement, en 2005, il y avait 3 classes de spécialité d'infirmières praticiennes suite à une modification de la loi 90. Donc, on avait les infirmières praticiennes spécialisées en néonatologie, on avait les infirmières praticiennes spécialisées en cardiologie et les infirmières praticiennes spécialisées en néphrologie. Par la suite, en 2007, sont apparues les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. Il y a un changement législatif qui a eu cours en 2018, ce qui a amené en fait la fusion des infirmières praticiennes spécialisées de cardiologie et de néphrologie sous le titre infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes, donc IPS-SA. Et par la suite, plusieurs autres domaines de soins se sont ouverts en fait depuis les dernières années. Nous avons aussi vu apparaître, en fait, en 2018, les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale et les infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques. Vous voyez actuellement, en fait, le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées au 31 mars 2021. C'est l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui nous ont donné les informations. Donc, actuellement, au 31 mars 2021, nous avions un total d'infirmières praticiennes spécialisées certifiées de 842. Et si on inclut les candidates infirmières praticiennes spécialisées, ce qui veut dire les gens, en fait, qui ont terminé leur cursus scolaire, mais qui sont en attente d'effectuer leur examen professionnel pour avoir leur certification de spécialiste, et les étudiantes, on était au total 1358 personnes. Comme vous voyez sur le graphique, pour le moment, au Québec, la majorité, en fait, des infirmières praticiennes spécialisées sont en soins de première ligne, 77%. Puis, on voit qu'ensuite, c'est les soins aux adultes qui sont aussi le plus nombreuses. Donc, si on revient au domaine de soins, la diapo d'avant. Oui, donc, on a parlé des 5 classes de spécialité. Cependant, il y a 2 classes de spécialité qui peuvent changer de domaine de soins. Donc, on parle des infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes et celles qui sont en soins pédiatriques. On vous donne un exemple ici. Une infirmière praticienne spécialisée qui était initialement en cardiologie pourrait décider de modifier son domaine de soins pour l'oncologie, la pneumologie ou même la néphrologie. Cependant, elle doit démontrer une certaine exigence de formation afin de développer de nouvelles compétences et faire le lien avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec à ce moment.
ce qui est la même chose pour les infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques aussi. Donc, nos infirmières praticiennes spécialisées au Québec, on peut être fiers de dire que c'est les infirmières praticiennes qui ont le cursus scolaire le plus important là, au Canada. Donc, initialement, elles doivent avoir complété un baccalauréat en sciences infirmières. Ensuite, elles doivent avoir minimalement 2 ans d'expérience, dont au moins 1 an qui est connexe à la spécialité qu'elles vont avoir choisie. Et au Québec, actuellement, on voit que nos infirmières praticiennes spécialisées, là, ou en tout cas nos infirmières cliniciennes qui décident d'aller faire le cursus, ont entre 2 à 20 ans d'expérience d'infirmières cliniciennes avant d'effectuer la formation. La formation de Québec, c'est une maîtrise en sciences infirmières plus un diplôme d'études supérieures spécialisées qu'on appelle couramment un DESS. Tout ça inclut un stage, en fait, de 950 heures là, auprès de la clientèle visée. Puis au total, là, dans les diverses universités du Québec qui offrent les programmes, on peut voir que 75 à 60 crédits dans le fond là, qui est au total pour la formation universitaire au 2e cycle. Donc, c'est sûr que les IPS, ils enrichissent leurs compétences là, en pratique infirmière avancée. Ils acquièrent, dans le fond, durant leur formation, beaucoup de connaissances au niveau de la physiopathologie, de la pharmacologie, entre autres. Puis, elles intègrent vraiment une démarche de raisonnement clinique qui vont leur permettre de poser des diagnostics et d'établir un plan de traitement qui est complet. Par la suite, elles doivent avoir un examen de certification pour avoir un certificat de spécialiste là, qui va être décerné par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, la pratique infirmière avancée, c'est quoi? C'est une multitude, en fait, de divers compétences là, que l'infirmière va acquérir. C'est des pratiques qui sont basées sur des résultats probants, donc sur la recherche. Puis aussi, ça inclut une prise de décision qui est éthique. On va détailler un petit peu plus les compétences de l'IPS en pratique infirmière avancée dans les prochaines diapositives. Donc, à peu près 70 à 80% de la pratique de l'infirmière praticienne est en soins directs aux usagers. Donc, évidemment, on peut travailler la majorité du temps en GMF, en centre hospitalier, on va les voir un petit peu plus loin. Donc, on priorise vraiment avec nos patients la promotion de la santé, la prévention de la maladie et on travaille vraiment avec le patient et ses proches là, pour avoir des décisions partagées là, pour tout ce qui est des plans de traitement ou autres interventions. On a une démarche clinique qui est vraiment rigoureuse, qui nous permet en fait là, vraiment d'établir les diagnostics et les plans de traitement comme nous avions discuté plus tôt. Puis l'approche est vraiment holistique puis centrée là, en partenariat avec l'usager et la famille. Pour ce qui est le 20 à 30% du temps qui nous reste dans notre semaine de travail, la majorité des IPS vont être dévouées soit à l'éducation ou à l'enseignement. Donc, ça peut être en milieu clinique ou universitaire. Elles vont effectuer des consultations auprès de leurs collègues ou autres professionnels de la santé, du coaching, du mentorat. Plusieurs sont impliqués auprès de la supervision clinique là, pour les stagiaires infirmières praticiennes spécialisées et plusieurs aussi commencent à s'intégrer à la recherche. Donc, c'est quoi le profil de pratique d'une infirmière praticienne spécialisée? Bien, elles font l'évaluation. Donc, on a une évaluation avancée de l'état de santé de la personne et on va l'ajuster selon la complexité de sa situation de santé avec une démarche clinique qui est structurée et qui va nous conduire à établir un diagnostic provisoire au final selon notre évaluation. On a une prise en charge thérapeutique, donc à la lumière des résultats probants, évidemment, on va identifier les mesures pharmacologiques ou non pharmacologiques qui sont adaptées à chaque patient. Et en collaboration, on va déterminer en fait le degré d'intensité là avec les autres professionnels pour gérer la situation, afin d'offrir des soins évidemment adéquats et sécuritaires à la population. Donc, c'est vraiment une collaboration là, en partenariat avec l'usager, sa famille, ses proches, mais aussi avec tous les autres professionnels de la santé qui sont intégrés au système québécois. On va aussi effectuer des gestions de conflits d'intérêts. Donc, on va aller regarder ça. On va gérer aussi tout ça conformément à l'éthique et à notre code de déontologie, évidemment. Pour qu'est-ce qui est des relations et communication avec la personne, ben on a vraiment des relations de partenariat comme on a déjà dit plus tôt. Et on va vraiment individualiser en fait les stratégies de promotion de la santé pour chacun des usagers qu'on va rencontrer.
La prévention de la santé et la promotion de la santé et la prévention de maladies, c'est vraiment, je dirais, le cœur de ce qu'on fait au quotidien. Puis, on doit aussi, évidemment, exercer beaucoup de leadership clinique dans notre rôle. Donc, on veut vraiment améliorer les pratiques cliniques qui sont appuyées sur des résultats probants. On va s'impliquer au développement de la collaboration intraprofessionnelle, mais aussi interprofessionnelle. Puis, on contribue au soutien clinique de nos collègues infirmières à la formation des futurs IPS par l'enseignement universitaire puis la supervision des stages, comme mentionné plus tôt. Bon, alors, les différents types de clientèle qu'on peut voir là, par classe de spécialité. Si on regarde, par exemple, les infirmières praticiennes spécialisées en néonatologie, elles vont vraiment aller travailler auprès des nouveau-nés qui sont prématurés ou à terme. Pour la clientèle, pour les IPS en soins aux adultes, exclusivement pour une population adulte ou aînée. Les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne on va vraiment avoir en fait des clientèles de 0 à 100 ans. Donc, on peut avoir des nouveau-nés qui sont en bonne santé, des enfants, des adolescents. On a aussi une proportion de clientèle adulte, femmes enceintes, puis aussi évidemment auprès des aînés tout comme les IPS en soins aux adultes. Les IPS en soins en santé mentale, vont vraiment avoir des personnes de tous âges là, qui vont présenter spécifiquement des troubles mentaux ou à risque d'en présenter. Et finalement, nos infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques vont voir en fait toute la clientèle qui est de 18 ans et moins. Je vais recéder la parole. Oh, c'est encore à moi, excusez-moi. Les différents milieux de pratique là pour les IPS en néonatologie, beaucoup vont travailler aux soins intensifs néonataux ou des soins intermédiaires. Elles peuvent faire des transports néonatals, être appelées à la salle d'accouchement là pour aller s'occuper des bébés prématurés ou les unités anténatales. Nos IPS en soins aux adultes là, qui se sont vraiment développés là dans plusieurs en fait spécialités au cours des dernières années. On en a qui sont dans les services de cardiologie, donc la chirurgie cardiaque. On a les soins de courte durée, les soins intermédiaires, les cliniques ambulatoires spécialisées. On a aussi les services de néphrologie qui en accueillent en hémodialyse, dialyse péritonéale ou autres services de greffe rénale, etc. Et les secteurs potentiels ou en fait déjà qui sont intégrés là, on commence à en voir en oncologie, en chirurgie, en médecine interne ou en neurologie et pneumologie. Les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne vont exercer partout là, dans les soins de première ligne, CLSC, groupe de médecine de famille universitaire. On pourrait en voir éventuellement sous peu dans les dispensaires du nord du Québec. Elles font des soins, ils peuvent faire des soins à domicile. Certaines vont être dans les urgences si elles sont dans des régions en fait où il n'y a pas d'accès là, dans des services de sans rendez-vous. Plusieurs vont travailler en clinique des réfugiés. Certaines en centre de détention ou en centre de protection de la jeunesse. Puis, on a vraiment les centres d'hébergement là, en soins de longue durée qui sont ajoutés depuis quelques années pour les IPS en soins de première ligne. Pour la santé mentale, même chose, elles peuvent être soit en première, deuxième ou troisième ligne. Donc, on va en retrouver en groupe de médecine de famille, en CLSC, en centre de dépendance. Et on peut les retrouver aussi dans les urgences psychiatriques ou aussi là dans tout ce qui est des unités d'hospitalisation ou autres. Et finalement, nos IPS en soins aux adultes vont être dans divers départements d'hospitalisation. Ça pourrait être des soins intermédiaires pédiatriques, des soins intensifs, les soins palliatifs, des cliniques externes, urgences ou autres services cliniques externes. Alors là, je passe la parole à ma collègue Christine. Donc, ça ne sera pas long. J'ai le même problème de déplacement de diapositive. Ça va arriver. Ah, voilà. Alors, vers une autonomie optimale, c'est ce que je souhaiterais avoir avec mon ordinateur actuellement. Alors, je vous ai parlé tantôt du projet de loi. La loi, donc, qui s'appelait vraiment la loi modifiant la loi sur les infirmières, infirmiers et d'autres dispositions pour favoriser l'accès aux services de santé. Alors, c'était un travail, comme on mentionnait, qui a été quand même assez long et qui a mobilisé 10 lois et 30 règlements supplémentaires. Et c'est de tout ça que moi, je vais vous parler au moment actuel. Alors, si on regarde les activités, les infirmières ont déjà 17 activités réservées qui sont en annexe de ce document. Si jamais vous souhaitez qu'on dépose la documentation, les gens pourraient voir les 17 activités réservées d'infirmières, mais vous les retrouvez aussi sur Internet. Alors, pour l'infirmière praticienne, il y a un article supplémentaire de la loi des infirmières et infirmiers
qui permet d'ajouter des activités supplémentaires parmi nos compétences médicales. Isabelle nous a parlé de l'ensemble des compétences et là, on fait appel vraiment aux compétences médicales. Mais il ne faut pas retenir que l'infirmière praticienne, c'est un médecin ou des compétences médicales. C'est un ensemble et c'est comme si c'était un équipement supplémentaire qu'on avait pour rendre avec service tout ce qu'on peut vous apporter dans la visite avec nous au moment où vous êtes présent sans vous déplacer vers d'autres intervenants. C'était beaucoup ce qu'on recherchait. On voulait éviter que les patients aient à se promener entre une praticienne, un médecin et à faire 2-3 visites pour un même sujet. Alors, ce qu'on a eu qui est vraiment là, extraordinaire pour nous parce qu'on pensait pas que ça arriverait aussi rapidement, c'est de diagnostiquer des maladies. Alors, c'est la nouvelle activité qui a permis aussi de déterminer les traitements médicaux. Par exemple, auparavant, on ne pouvait pas dire qu'une personne faisait une migraine de façon formelle avec un diagnostic et amorcer son plan de traitement ou encore un diabète ou une hypertension. Maintenant, on peut le faire et on amorce le traitement avec vous en discutant avec vous des besoins lors de la visite et on peut le faire immédiatement et vous quitter à la maison avec ce que vous avez besoin. La dernière activité qui s'est ajoutée, c'est celle d'effectuer les suivis de grossesse. Alors, il faut juste vous aviser pour ne pas vous inquiéter si vous avez déjà eu des services avec une infirmière praticienne en soins de première ligne. Elle faisait déjà le suivi de grossesse. Elles étaient légales, ne vous inquiétez pas. La nouveauté, c'est qu'une infirmière praticienne en soins aux adultes pourrait se spécialiser pour faire du suivi de grossesse à risque élevé. Alors, c'est comme dans la continuité du service qui s'effectue dans les soins de proximité ou ce que vous entendez parfois en soins de première ligne. Alors, c'est la nouveauté. Maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas déjà le rôle, on pouvait déjà prescrire des examens diagnostiques. Par exemple, on pouvait prescrire des prises de sang, des tests urinaires. On peut aussi prescrire de la radiographie, des échographies. On pouvait aussi insérer des stérilets, retirer des stérilets, faire des pointures. Donc, dans les techniques que vous voyez nommées là, dans les numéros 2 à 7, donc, c'est ce que ça veut dire. C'est concrètement, voici ce que nous faisions. Alors, on le fait encore. Et en centre hospitalier, ça peut aller plus loin. Il y a des infirmières praticiennes, par exemple, en cardiologie, qui peuvent installer des canules artérielles ou d'autres interventions que vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais qui nécessitent un doigté d'une spécialiste qu'elles peuvent faire aussi. Alors, dans le fond, le règlement sur les infirmières praticiennes, c'est vraiment là, les conditions, les modalités d'exercice. C'est concrètement, voici en application la loi, ce que l'infirmière praticienne va pouvoir faire. Alors, ce document-là a été prêt et a permis de mettre en application la loi à partir du 25 janvier 2021 cette année, mais la loi avait été acceptée en mars 2020. Alors, on est comme en processus, en continuité de ce qui a été fait et il y a encore des travaux qui sont en cours. Donc, quand vous venez nous rencontrer, il est possible qu'il y ait certaines choses qu'on va vous dire, ceci, je ne peux pas le faire maintenant. C'est en processus et ça, je vais vous donner des exemples dans les prochaines diapositives. Alors, si on va justement, les activités administratives, ici, je ne parle pas là, de remplir une feuille de comptabilité, mais tu sais, on fait vraiment référence à des certificats médicaux, des documents que vous avez besoin, soit lors d'arrêt de travail ou pour votre employeur, l'université, le cégep, l'école, les primaires, etc. Alors, on va regarder ce que ça signifie. Si on commence avec la première, la loi sur les activités de travail et maladies professionnelles, là, on fait vraiment référence à des certificats médicaux, par exemple, pour un soutien financier, une activité de réadaptation ou des adaptations résidentielles suite à une maladie professionnelle, par exemple. Vous auriez besoin d'un fauteuil roulant ou des adaptations pour la salle de bain. On pourrait remplir les formulaires. Si on va du côté de la loi sur la santé et la sécurité au travail, là, on va parler du retrait préventif pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ou encore, on peut aller du côté de la femme qui voudrait détenir une garderie à domicile, qui est enceinte et qui a besoin d'un document. On va pouvoir remplir la documentation. Ensuite, on a la Société d'assurance automobile du Québec. Par exemple, vous faites un accident de voiture, ça prend un certificat pour attester de votre état de santé, on peut le faire, mais ça pourrait être aussi, vous avez une maladie chronique, par exemple, un diabète ou encore une épilepsie, vous avez besoin de remplir un formulaire en lien avec votre permis de conduire. Alors, vous allez pouvoir le faire avec l'infirmière praticienne au moment de votre rendez-vous.
Ensuite, si on va du côté de la Régie de l'assurance maladie du Québec, là, on arrive dans des spécificités. Par exemple, vous avez eu un accident particulier, vous avez une main invalidante, vous ne pouvez pas signer votre permis de conduire parce que c'est impossible pour vous de le faire physiquement. Nous, on peut attester de ça. Ou encore, on ne peut pas mettre une photo sur votre carte d'assurance maladie. Alors, on peut attester dans une visite que ce n'est pas possible et signer la documentation dont vous aurez besoin. Ça peut être aussi, par exemple, de demander la non-substitution d'un médicament. On sait maintenant qu'il y a des copies qu'on appelle des génériques. Alors, vous avez besoin absolument d'avoir le médicament original et non pas un générique, une copie. On pourrait le demander de ne pas substituer la médication. Et ça pourrait aussi être un examen qui est requis par un employeur qui nécessite un certificat en lien avec l'assurance maladie du Québec. Ensuite, on a la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Alors, une personne qui aurait besoin d'une garde préventive, il y a un moment spécifique de sa vie où c'est plus difficile, la personne ne serait pas sécuritaire de quitter à la maison, on nécessite de faire une garde temporairement, de demeurer sous surveillance avec un accompagnement médical infirmier ou autre professionnel, on pourrait le demander. Ensuite, viennent les règlements en lien avec les garderies et les étudiants à tous les niveaux scolaires, un peu ce que je vous ai mentionné précédemment. Ça pourrait, par exemple, être un étudiant qui a besoin de remboursement de certains frais médicaux et qui arrive avec le formulaire d'assurance de l'étudiant. On va pouvoir remplir ces documents-là, tout comme pour des soins chiropratiques. Il y a aussi à l'École nationale de police ou des pompiers de Québec qui, eux, ont besoin de certificats médicaux attestant qu'ils ont la condition physique essentielle pour entrer dans la formation. On va pouvoir aussi le faire. Il y a aussi les règlements sur les services de garde éducatifs et à l'enfance. Je vous ai parlé plutôt du certificat médical en lien avec le retrait préventif d'une maman. Ça pourrait être aussi pour justifier des diètes spécifiques pour des enfants présents en garderie, des collations, ou encore permettre l'utilisation de certains médicaments en milieu de garde, par exemple l'acétaminophène, des insectifiges aussi, ou encore les crèmes solaires et autres. Souvent, la garderie va demander un formulaire spécifiquement signé pour avoir l'autorisation de le faire. On pourra le faire aussi. Et il y a un moment spécifique où les concentrés liquides de produits de préparation pour enfants à base de protéines de soya nécessitent des formulaires à remplir pour les bébés de 9 à 12 mois que nous pourrions compléter aussi. Dans les autres choses qu'on pourrait faire, on parle entre autres d'une personne qui a besoin d'aller dans une ressource en dépendance, par exemple pour de la toxicomanie, qui nécessite d'avoir une prescription à l'entrée des médicaments autorisés pour qu'elle puisse apporter la médication avec elle dans le centre pendant la période où elle va être en présence là-bas, confinée dans un endroit fermé, par exemple pour un mois. On va pouvoir préparer la prescription et la remettre à la personne. L'autre chose aussi qui est possible de faire, c'est quand les individus qui sont en centre correctionnel ont besoin d'un examen physique plus invasif, une infirmière praticienne pourrait procéder à ce moment-là à cet examen-là. Ensuite, on a le règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, tout ce qui touche les frais de transport ambulancier, de taxi, d'hébergement, transport adapté. On pourrait compléter la documentation pour rendre le tout possible. La loi sur la santé publique, ici, on fait affaire à des maladies à déclaration obligatoire. Il y avait certaines maladies pour lesquelles on pouvait le faire. Par exemple, une maladie à déclaration obligatoire pourrait être une chlamydia, qui est une maladie transmissible sexuellement. Maintenant, on ajoute à ça d'autres types de maladies comme l'amiantose, l'exposition chimique environnementale, par exemple, à des produits toxiques qu'il faudrait déclarer. On a aussi la loi sur l'assurance hospitalisation. Ici, on fait référence à des chambres privées, semi-privées qui, par exemple, en fonction de la condition de santé de la personne serait nécessaire. On pourrait demander spécifiquement une infirmière praticienne en soins hospitaliers, par exemple, une IPS en soins adultes pourrait le demander et ce serait possible de le faire sans que le patient ait à débourser des frais supplémentaires. Et ça couvre aussi les prescriptions de médicaments, d'orthèses ou de prothèses pendant la période d'hospitalisation. Dans les autres travaux qui sont en discussion, il y a la fameuse inscription de la clientèle au nom de l'infirmière praticienne. Au moment où on se parle,
toutes les inscriptions, vous entendez souvent, ça prend un médecin de famille, une inscription à un médecin de famille. Ça n'a pas encore changé. C'est des choses qui sont en travaux et qu'on souhaite voir évoluer pour que vous soyez en mesure de vous inscrire et de rencontrer directement une infirmière praticienne. Donc, en cours. L'autre chose aussi, c'est que pour référer vers un médecin spécialiste, par exemple, une infirmière praticienne en soins de première ligne qui travaillerait dans une clinique médicale, un GMF, comme disait Isabelle, ou un CLSC, qui n'est pas en centre hospitalier, qui veut référer un médecin spécialiste, il y a une centrale de répartition des demandes. C'est en cours actuellement pour qu'on soit en mesure de référer. Par contre, on peut le faire sans passer par la centrale et les médecins spécialistes vont accepter nos demandes, ce qui fait que c'est possible, par exemple, pour une IPS, de référer à un cardiologue, un dermatologue, un pneumologue ou autre type de spécialité. Il y a aussi les formulaires d'aide sociale qui sont en cours dans les évaluations, à voir si on pourra traiter le formulaire d'aide sociale. Tout ce qui touche les accidents de travail, il y a des documents à remplir. Donc, ne soyez pas surpris si demain matin, vous consultez pour un accident de travail, les infirmières praticiennes ne peuvent pas encore remplir cette documentation-là. Et on s'attend d'ici la fin de l'année possible que ce soit rendu une possibilité. Il y a les autres choses aussi qui sont en travaux, c'est admission et congés hospitaliers. Pour l'instant, c'est les médecins qui peuvent le faire, mais une infirmière praticienne a les habiletés pour procéder et les travaux sont en cours à ce niveau-là. Et quand on parle de niveau de soins, on veut dire, par exemple, de déterminer avec une personne qui voudrait ne pas avoir de manipulation particulière, par exemple, suite à un arrêt cardiaque, qui ne voudrait pas de réanimation ou autre. Donc, qu'est-ce que la personne veut par rapport à son état de santé? Comment le déterminer? C'est quelque chose qui, éventuellement, sera accessible avec votre infirmière praticienne. Pour l'instant, vous allez passer par les médecins pour le faire. Alors, pour les gens du domaine de la santé qui auraient des questions très spécifiques en lien avec la loi en soi, vous pouvez communiquer au ministère à l'adresse qui est indiquée ici actuellement, bourse, barre en bas, on ne la voit pas, il y a une barre en bas, IPS, à commercial, mss.gouv.qc.ca. Et si vous aviez des questions spécifiques au règlement sur les infirmières praticiennes ou encore spécifiques aux lignes directrices qui les accompagnent, les lignes directrices viennent préciser davantage le règlement concrètement. Alors, à ce moment-là, c'est l'Ordre des infirmières. Et si vous ne savez pas qui contacter, vous avez des questions sur le rôle, la formation, la loi, le règlement, on est capable de vous diriger. Vous pouvez écrire à l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec à la même adresse que j'avais mentionnée au début, info@ipsq.com et on va pouvoir vous diriger là, vers la bonne ressource pour répondre à vos questions. Alors, voyez, tout ça, ce que ça fait, c'est de vraiment créer une amélioration à l'accès aux soins. On réduit les délais pour amorcer nos traitements, les délais d'accessibilité. Pour la profession infirmière, c'est une grande avancée. Comme le patient est au cœur de nos préoccupations, bien, pour nous, tout ce qu'on a pu faire changer par l'accessibilité comme ça, on en est très satisfait. Et bien, évidemment, ça libère du temps pour les infirmières praticiennes et les médecins. C'est pas libérer du temps pour aller prendre une vacance, mais bien pour recevoir une autre personne qui serait en attente pendant qu'on a réussi à combler un service parce qu'on était plus efficace dans nos soins avec vous. Et donc, le but étant la bonne raison de consultation avec le bon intervenant au moment opportun. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. Alors, merci mesdames, merci Christine et Isabelle. Je vais me permettre de vous tutoyer. Je sais que tu aurais pu parler, je regarde l'horloge, tu aurais pu continuer à parler pendant plusieurs heures, je suis certaine. Je vais essayer parce qu'à 18h20, on va passer avec les questions du public, fait que je ne vais pas prendre trop de temps. Peut-être enlever juste ta présentation si tu es capable. Mais moi, je vais avoir peut-être quelques questions pour vous. OK? Peut-être réponse courte, puis on verra par la suite. Je veux juste clarifier quelque chose parce que vous avez parlé d'inscription. Tu as parlé d'inscription avec la RAMQ. Je ne voudrais pas que la clientèle ou le public pense qu'ils ne peuvent pas avoir d'IPS. Alors, comment, même si on parle d'inscription, parce que c'est tous des volets administratifs pour lesquels c'est assez long à régler, ça on s'entend. Mais au-delà de ça, est-ce que les patients ou la clientèle peut voir facilement une IPS et où? Parce que je veux pas non plus que ça porte à confusion, les inscriptions, tout, c'est des données administratives. Alors,
J'attends votre réponse. Oui. J'ai d'autres questions, mais je vais procéder par ordre parce que celle-là m'a titillée. Oui, en fait, on peut rencontrer une infirmière praticienne, on peut le demander. Si, par exemple, dans la clinique où vous êtes déjà, il y a des infirmières praticiennes et vous aimeriez avoir un suivi avec elles, vous pouvez le demander. Si vous n'avez pas ni médecin ni infirmière praticienne, quand vous vous inscrivez au guichet d'accès à un médecin de famille, automatiquement, dans les milieux où vous allez atterrir avec un médecin, vous pouvez faire la demande pour l'infirmière praticienne. Ça, c'est vraiment en attendant l'évolution. Mais vous pouvez aussi vous adresser aux établissements de santé généraux. Souvent, on va parler de CIUS ou de CIS. Par exemple, le CIUS de la capitale nationale, le CIS de la région de Laval. Il y a des sites Internet. Vous pouvez donc aller écrire sur le site Internet aux établissements pour qu'ils vous disent dans votre territoire où se situent les infirmières praticiennes. Et n'oubliez pas qu'il n'y en a pas seulement en première ligne, il y en a à l'hôpital. Donc, si jamais vous êtes hospitalisé, vous voulez savoir s'il y a des infirmières praticiennes de disponibles pour travailler en collaboration avec l'équipe médicale, vous pouvez le demander. Mais quand elles sont présentes, surtout dans les endroits bien organisés, comme par exemple la cardiologie, ça fait des années qu'ils sont présentes, ces infirmières praticiennes-là. Habituellement, elles sont déjà intégrées, vous risquez de les rencontrer. Est-ce que ça répond à la question, Sylvie? Oui, c'est très clair. Mais on verra aussi dans les questions-réponses. J'ai même des témoins ici qui sont avec moi, qui sont du public, qui ne sont pas infirmières et qui me font signe que oui. C'est bon. Dites-moi, avec la pandémie, puis vous savez que ça fait des années qu'on parle de nouvelles spécialités, bonification de la pratique. Est-ce que vous avez, pas découvert, mais est-ce que vous avez établi qu'il y avait d'autres priorités qui nous sont apparues à cause de cet événement-là? Parce que là, on parle de la pandémie COVID, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, au fil du temps, on va en avoir d'autres aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des priorités autres qui sont apparues à cause de ça? J'aimerais laisser Isabelle répondre en partie à ça parce qu'Isabelle s'est dévouée corps et âme en CHSLD. Je pense que c'est un enjeu majeur. Isabelle, je te laisserai aller. Puis si jamais j'ai quelque chose, je complète. Sinon, je te laisse aller. Parfait. Ben, je pense effectivement que la pandémie, ben, on le sait tous, là, ça l'a touché durement nos CHSLD. Je pense qu'on a vu vraiment la plus-value, en fait, d'intégrer des infirmières praticiennes dans ce type de milieu-là. Il y en avait déjà, mais il y en avait très peu. Mais là, avec la pandémie, les médecins ont été appelés aussi à plein d'autres endroits. Là, il y avait des feux à éteindre partout. Plusieurs infirmières praticiennes ont été envoyées au front là, dans les CHSLD pour soutenir, en fait, aussi la pratique de nos collègues infirmières. Ça a été d'un grand aide, d'un grand soulagement. Et c'est là aussi qu'on a vu, je pense, avec la pandémie, on parlait tantôt des niveaux de soins là, médicaux, les niveaux d'intervention médicaux, les NIM qu'on appelle, nous, dans notre jargon. C'est là qu'on a vu à quel point c'était pertinent et nécessaire que les infirmières praticiennes spécialisées puissent commencer, ou du moins les compléter là, de façon autonome, de par la prise en charge des divers patients là, qui présentaient des états de santé plus grabataires, un peu plus difficiles. Je pense aussi que ça nous a fait vraiment, comme société, réfléchir aux angles morts qu'on a dans notre système de santé. Là. On a vu les soins à domicile aussi qui ont été difficiles à couvrir dans certains moments, mais on a créé là, des soins intensifs à domicile, en fait, là, justement, là, le fameux SIAD qu'on appelle. Donc, une équipe là, vraiment interdisciplinaire là, qui se sont déplacées pour les patients COVID. Donc, on a intégré des infirmières praticiennes dans ces équipes-là, ce qui a fait encore là, qu'on a pu couvrir beaucoup plus de résidents, aller apporter l'aide à domicile. Donc, je pense que ça aussi, ça l'a montré à quel point c'est défavorisé un peu comme couverture. Puis je pense qu'on a nos infirmières praticiennes spécialisées, là, entre autres en santé mentale, qui ont été vraiment interpellées pour les difficultés là, au niveau plus psychologique et en soins aux adultes aussi, entre autres, là, dans les divers départements où il y avait des soins plus critiques. Je pense que... Donc, peut-être un ajout, Sylvie, si tu veux, s'il y a du temps. En fait, je dirais que, donc ça, c'est dans les services, tu sais, qui étaient plus fragilisés, là, qui ont dû se renforcer, mais dans la première ligne en soi, dans nos milieux cliniques, on a aussi dû mobiliser et optimiser l'utilisation des compétences, mais de toutes les ressources, pas uniquement les infirmières praticiennes, mais bien les infirmières cliniciennes et les autres, pour justement répondre au meilleur aux besoins de la population. Et ce que ça voulait dire, c'est que maintenant, il y a des endroits où le patient accédait prioritairement d'abord à une infirmière clinicienne pour des besoins particuliers. Et on essayait vraiment là, de faire en sorte que
le besoin du patient soit répondu par le meilleur intervenant, puis on faisait la chaîne entre nous, et non pas le patient, mais nous, on s'assurait de répondre à un besoin pour augmenter l'accessibilité dans cette période critique-là, qui était quand même une période anxiogène et qui le demeure encore. Et ça a permis en sorte de mettre de l'avant l'ensemble des ressources professionnelles dans certains milieux, ce qui était vraiment bien. Et c'est ce qu'on doit continuer après la pandémie aussi. OK. Je pense que c'est un ajout très important à le préciser. J'ai goût de te dire merci, Magarde. Là, je vais avoir 2 questions, puis vous avez 4 minutes, parce que je regarde l'horloge. J'ai le goût de vous dire, on est très soucieuses, les infirmières, qu'importe la catégorie, pour l'accès aux soins. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour faciliter ça, selon vous? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de cette présentation-là avant qu'on passe à leurs questions? À vous la parole, mesdames. Donc, je vais amorcer, mais Isabelle, n'hésite pas à te joindre à moi. Ça, c'est des questions pièges, hein, Sylvie? Blague à part, en fait, pour améliorer l'accessibilité, ça revient un peu sur les dernières phrases, je pense, que je venais de nommer, c'est que beaucoup de gens dans le réseau de la santé, en plus des infirmières praticiennes, des infirmières qui sont présents, on pense aux physios, aux pharmaciens, aux ergothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux, et je ne veux pas blesser personne si j'oublie une profession, mais tout le monde a quelque chose à apporter, et je pense grandement qu'on est suffisamment nombreux au Québec si on travaillait vraiment de façon à optimiser le potentiel de chacun et à permettre à la personne de se diriger directement vers la ressource nécessaire. C'est certain qu'il y a un enseignement à faire pour dire, OK, voici la meilleure ressource pour vous. Et ça, on est capable de le faire. On peut le faire à petite échelle dans différents milieux et éventuellement, les gens sauront. Mais si la personne décide d'aller vers une ressource professionnelle, il faut qu'elle ait accès à ça. Et à ce moment-là, ça va faire en sorte qu'au lieu d'avoir, par exemple, 15 portes d'entrée, disons 15 médecins dans une clinique, 15 portes d'entrée, 15 médecins plus 10 praticiennes, c'est 25 portes d'entrée plus 10 infirmières cliniciennes, on est rendu, voyez-vous, puis on multiplie les portes d'entrée pour les différents services. Alors, ce serait une façon de potentialiser l'accessibilité. Et Isabelle, je te laisse poursuivre, puis après, on pourra aller sur la question « Qu'est-ce qu'on voudrait que les gens retiennent? » En fait, moi, j'y allais là-dessus parce que je pense que tu as quand même assez bien répondu à la question de Sylvie. Moi, je pense que, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est vraiment le degré de formation des infirmières praticiennes spécialisées, à quel point je pense que nous sommes des professionnels qui ont à cœur, en fait, les soins à la population, puis que vraiment, on est heureuse, enfin, de pouvoir offrir une accessibilité à la haute, un service à la hauteur de nos compétences, hein, parce que ça fait des années, en fait, là, que on a ces compétences-là, qu'on veut les mettre à plein potentiel pour la population québécoise, puis que malheureusement, on n'y arrivait pas. Puis là, maintenant, enfin, on peut. Il reste encore quelques petits travaux à faire, mais je pense qu'en général, on a vraiment atteint un très, très, très grand pas. Fait que je pense que les gens doivent retenir ça. Puis aussi, ils doivent retenir, excusez-moi, que les infirmières praticiennes, on est vraiment au courant, en fait, de nos limites là, comme professionnels. Hein. Donc, on est vraiment là pour travailler, c'est ça, en collaboration autant intra-professionnelle avec nos collègues infirmières qu'avec les autres professionnels, donc médecins, physio, nutritionnistes, et on connaît bien le réseau. Donc, on est capable vraiment de bien référer les patients au bon intervenant au bon moment. Bien, mesdames, je vous dis merci parce que là, je regarde le nombre de questions qui roulent et c'est Lindsay qui va gérer ça. Alors, on est vraiment rendu à la période officielle de questions-réponses. Lindsay, on va essayer de répondre à tout le monde. C'est pour ça qu'on est dans le temps. Alors, go! Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation et les commentaires éclairants également. On a, comme vous le dites, Madame Dubois, beaucoup de questions. Donc, je vais y aller tout de suite dans le vif du sujet. Il y a Edith Gilbert qui posait la question « Dans quelle mesure les directrices de soins infirmiers des CIS, CIUS et CHU peuvent-elles limiter les activités des IPS, en particulier les IPS-PL? » Et elle avait une deuxième question.
Pourquoi les IPSPL n'ont-elles pas encore adopté la pratique de l'avortement médicamenteux avec la pilule abortive, comme le font les nurse practitioners de la majorité des autres provinces canadiennes? Donc, je pense que c'est quelque chose qui va revenir, la comparaison entre les provinces. Je vais peut-être me lancer, là, Christine, si tu permets. Dans quelle mesure les DSI peuvent limiter la pratique, en fait, des infirmières praticiennes spécialisées, particulièrement en première ligne? Eh bien, mon humble avis, c'est qu'elles ne le peuvent pas. Dans le sens que on est des professionnels autonomes avec justement un rôle là puis on suit en fait un code de déontologie de notre profession et on doit pratiquer vraiment selon nos connaissances et notre formation. Donc la loi nous permet en fait d'effectuer toutes les activités qu'on a nommées précédemment. Donc on ne peut pas nous limiter, là, en fait, dans ce qu'on peut faire. Sinon, l'autre question sur la pilule abortive, c'est un sujet vraiment intéressant. Je vous dirais que c'est en évolution. C'est pas vraiment qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas le faire, c'est que cet acte actuellement là est assez restreint, demande une formation complémentaire là, puis ça c'est même pour nos collègues médecins. Donc ça demande un certain encadrement là assez spécifique et je pense que ça va évoluer là dans les prochaines années, non pas juste pour les infirmières praticiennes spécialisées, mais pour la communauté médicale en général là. Merci beaucoup pour la réponse. N'hésitez pas si vous voulez ajouter pour les autres aussi. Il y a Audrey Leblanc-Moreau qui posait cette question. Considérant que maintenant, les IPSPL sont davantage limités dans la prise en charge des problèmes de santé mentale, car cela relève davantage du champ d'expertise des IPS-SM, donc les champs d'expertise que vous aviez présentés plus tôt, est-ce que l'IPSPL peut appliquer la garde préventive ou cela est réservé maintenant aux IPS-SM? Alors, pour les personnes qui ont suivi avec nous l'étude détaillée qui était présente avec nous en commission parlementaire par les médias, vous avez dû remarquer, c'est quelque chose qu'on a fait avancer en fait là, au niveau du projet de loi. Initialement, il y avait des restrictions dans la loi au niveau de la santé mentale. Bon, c'est un sujet actuellement qui est délicat quand même parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours à ce niveau-là. Il est clair que les infirmières praticiennes en soins de première ligne ont une place à occuper au niveau d'évaluation de la santé mentale, notamment pour ce qui touche les soins de proximité, donc le penchant du médecin de famille. Par contre, nos IPS en santé mentale, nos collègues, elles ont une formation qui leur permet d'évaluer les troubles mentaux pour aller beaucoup plus loin au niveau de ces évaluations-là. Donc, pour ce qui touche la garde en soi, c'est toutes les infirmières praticiennes de toutes les classes de spécialité qui peuvent le faire. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation des troubles mentaux, là, on tombe dans quelque chose de complexe pour la population générale. Seulement, vous laissez savoir qu'il y a des travaux en cours à ce niveau-là et éventuellement, on sera en mesure de voir là quel sera le rôle de l'infirmière praticienne en soins de première ligne par rapport à ce sujet-là. Merci. Très éclairant. Madame Dubois aussi, n'hésitez pas si vous voulez renchérir également. Non, pas de problème. Parfait. Donc, il y a une personne ici qui a une question quand même que je pense que beaucoup de personnes se posent. Vous en avez glissé mot aussi auparavant. Donc, quand un patient n'a pas de médecin de famille et qu'une infirmière évalue que celui-ci doit être vu, peut-elle le référer à une IPS plutôt que de lui dire d'aller à l'urgence? Si oui, quels sont les mécanismes de référence? Bien, en fait, s'il y a une infirmière praticienne dans la clinique d'évaluation, c'est certain qu'il va pouvoir être vu par l'infirmière praticienne. S'il n'y a pas d'infirmière praticienne, ils s'en vont à l'urgence. S'il n'y a pas d'autre façon de procéder, évidemment, ça fait partie des choses à évaluer. Notre réseau de la santé nécessite aussi maintenant l'évaluation des trajectoires de soins et services. Mais s'il y a des praticiennes, c'est clair que vous allez pouvoir en rencontrer une à ce moment-là. Et il y a des endroits qui se mobilisent de plus en plus pour rendre accessibles les soins, entre autres
liées au sans rendez-vous par des infirmières praticiennes pour donner un accès supplémentaire là, à l'équipe médicale. Donc, elles sont en compagnie des médecins présentes dans les sans rendez-vous pour le faire. C'est certain qu'on est encore seulement 800, j'ai oublié si c'était 34, là, pardonnez-moi, mais environ 834 infirmières praticiennes réparties dans l'ensemble de la province. Donc, la loi du nombre va aussi faire la différence. Donc, on vise 2000 d'ici 2024-25. On est 1300 quelques si on regarde nos étudiantes. Est-ce qu'on y sera en 2024-25? Nous ne le savons pas, mais nous visons à nous y rendre et le gouvernement y travaille aussi. Et nous, en tant qu'association, on essaie de bien accompagner aussi tout le monde là, pour faire évoluer la situation, pour permettre que ce soit possible. Mais il y a une ampleur là, qui implique le niveau universitaire et d'autres enjeux qui sont en place. Mais l'accès sera de mieux en mieux pour vous, c'est certain. Super. Donc, on l'espère tout à fait. Justement, en parlant d'être suivi par une ou un IPS, quelles sont les différences majeures? Ça, c'est une question de Maxime Bernier. La différence entre un suivi par un IPS-PL et un suivi par un médecin de famille. Quelles seraient les différences? Je pense que c'est vraiment au niveau de la complexité, en fait, là, de l'épisode de soins du patient. Je m'explique. Je suis une femme âgée de 50 ans qui est en relativement bonne santé, fait de l'hypertension, fait de l'hypercholestérolémie. Donc, pas de problème. J'effectue aussi tous les dépistages nécessaires pour son âge. Donc, à 50 ans, mammographie et arrive un épisode de cancer du sein. Donc, à ce moment, il est fort possible, en fait, là, que le cas, en fait, va dépasser là, mon expertise clinique. Donc, évidemment, on va la référer à un chirurgien, à un oncologue. Elle a ses traitements, mais là, quand elle revient à me voir en clinique, elle a développé des douleurs chroniques là, post à ses chirurgies. Et là, je suis dans un moment, en fait, là, où que j'ai atteint ma limite là, comme infirmière praticienne spécialisée. Évidemment, je vais travailler avec mon médecin partenaire dans ce cas-là, ou mon médecin collaborateur maintenant, là, pour vraiment travailler à la soulager du mieux possible avec des, je sais pas moi, exemple, un traitement de cannabinoïdes que moi, je sais pas comment ajuster ou peu importe. Donc, je pense que c'est vraiment dans cet épisode de soins-là, tout ce qui est de vraiment quand c'est rendu plus complexe, là, c'est là vraiment que je pense qu'on se départage, là, les infirmières praticiennes et nos collègues médecins, mais aussi dans le suivi, là, qui est un peu différent, là, dans comment on l'aborde. Je pense que Christine veut rajouter. Oui. Oui, en fait, je dirais que notre approche est complémentaire aussi aux équipes médicales, puis les médecins le savent bien. Donc, des fois, c'est entre nous qu'on va déterminer tel type de clientèle, telle personne, ce serait préférable que ce soit toi qui puisses la rencontrer. Puis une chose que les gens doivent retenir aussi, on parlait de compétences. Hein? Vous vous rappelez, on disait que les infirmières praticiennes ont 2 à 20 ans d'expérience. Il y a des forces que les infirmières praticiennes ont et parfois, ça peut être assez complexe et l'infirmière praticienne peut être habilitée. Je vais vous donner un des meilleurs exemples dans le suivi de diabète, l'ajustement des traitements, l'insulinothérapie, l'ajustement de médication, par exemple, comme le Coumadin. Ça peut être des choses où l'infirmière praticienne a déjà travaillé et elle a développé des compétences que le médecin va être moins à l'aise, lui, de faire. Et on va se compléter comme ça. Ça va aussi avec un peu nos champs d'expertise. Donc, si j'arrive, par exemple, avec une douleur chronique complexe, il est probable que je demande un avis du médecin collaborateur, mais il y a des choses pour lesquelles je vais vraiment aller quand même assez loin. Donc, c'est plus une approche de complémentarité. Il faut nous voir là, comme des collaborateurs habilités qui vont partager selon leurs forces et compétences les soins auprès de la personne pour le meilleur du patient en soi ou de l'usager qui va se présenter là, pour recevoir ses services. Donc, il faut aussi le retenir en ce sens-là. Il y a des infirmières praticiennes très habilitées à certains niveaux que vous allez rencontrer qui vont aller quand même assez loin dans vos soins et services. Mais on est complémentaires.
Merci. Et justement, pour parler un peu de cette complémentarité ou de ce suivi qui est possible, il y a Raquel Cachero-Millette qui pose la question pour les références vers un spécialiste, justement, ou une ligne de soins plus importante, donc deuxième et troisième ligne. Il n'est donc pas nécessaire pour une ou un IPS de faire signer sa référence par un médecin? La réponse est non, c'est pas obligatoire du tout. Le seul enjeu, c'est si on utilise le CRDS, qui est le Centre de répartition des demandes. Là, on n'a pas le choix parce que les modifications réglementaires associées n'ont pas encore été modifiées. Mais pour ce qui est de recevoir une demande, maintenant, le spécialiste qui reçoit sa demande d'une infirmière praticienne ou d'un médecin, c'est l'équivalent. Et on pourrait donc faire une référence à un spécialiste sans passer par la centrale, puisque la centrale a été conçue actuellement uniquement pour les médecins de famille. Je ne sais pas si ça répond à la question. S'il y a quoi que ce soit, Ça a été coupé au milieu de votre phrase. Mais oui, je pense que ça doit sûrement répondre à la question. Justement, il y a concernant la formation, puis là on se disait, bon, il y a la loi du nombre dont vous parliez plus tôt. Il y a des nouvelles formations qui se développent, des nouveaux champs d'expertise aussi pour les IPS. Il y a une question ici, Yvette Chouamedieu Kwemo, je suis vraiment désolée si je dis pas ça bien. Donc, lors de la présentation des IPSSA, vous avez mentionné qu'il faut avoir fait 1 an dans le domaine, donc par exemple en cardiologie, pour être admissible. Pour une infirmière qui travaille en unité de neurologie depuis 1 an, est-ce qu'elle pourrait être admissible? Oui, tout à fait. En fait, c'est dans le fond 1 année d'expérience dans le domaine visé. Ce qui veut dire que si vous visez à être en soins aux adultes, donc l'unité de neurologie, c'est parfait. C'est dans le domaine de soins aux adultes. Mais si vous voudriez, par exemple, être une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, ben vous devriez essayer de trouver un poste, en fait, qui vous permettrait à ce moment-là de travailler, que ça soit en service en soins à domicile, que ça soit même en CHSLD ou autres types là, qui sont plus en lien avec la première ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Je pourrais peut-être faire un ajout, Isabelle. Est-ce que c'est possible, Inzé? Oui, allez-y. Oui. En fait, Isabelle et moi, on est aussi des superviseurs, des enseignantes pour les infirmières praticiennes, coordonnatrices des stages. Moi, j'ajouterais, on demande minimum 2 ans d'expérience, dont 1 an, comme vous mentionniez, dans la spécialité. Puis, n'hésitez pas, si ça presse, je peux comprendre, parce qu'on a hâte d'avoir de la relève aussi. Mais plus vous avez de l'expérience, plus c'est facilitant par la suite. Quand l'expérience est trop jeune, des fois, on veut juste aller brièvement chercher une expérience parce qu'on a hâte de faire le programme. Mais faut regarder que c'est une spécialité. Et dans la spécialité, ce qu'on va chercher, ce qu'on va apprendre, en plus de la pratique infirmière avancée, c'est à faire des hypothèses diagnostiques, c'est à diagnostiquer. Mais ça dure 2 ans, c'est intensif. Bref, avec un stage de 950 heures, plus on a de bagages et qu'il est diversifié dans ce qu'on veut choisir comme spécialité, plus on met pour nous-mêmes une force dans les apprentissages qu'on va aller chercher parce qu'on a un bagage suffisant pour je dirais, potentialiser nos nouvelles acquisitions pendant la formation. Moins il y a d'expérience, plus c'est difficile et c'est pour ça qu'il y a 2 ans minimum d'expérience demandée. Et je pense qu'effectivement, ça peut être très difficile, même pour ceux qui sont en train de compléter leurs études présentement dans le contexte de pandémie. Il y a Bianca qui posait la question aussi. Donc, elle est une étudiante à la maîtrise IPS-PL de la cohorte 2020-2022. Quels sont vos conseils pour optimiser notre réussite en stage compte tenu des enjeux liés à la pandémie sur notre parcours académique? Donc, peu de pratiques en personne, les cours en ligne, etc. Avez-vous des conseils pour elle? Ben, moi, je dirais que déjà, là, depuis les derniers mois, on voit quand même qu'il y a une amélioration du présentiel, là, pour notre clientèle, en fait, là. Tu sais, moi, de plus en plus, on voit de plus en plus des patients au bureau. C'est certain que l'exposition en termes d'examen clinique, là, vous allez vraiment finir par l'acquérir dans une autre portion de votre stage, là. Les patients continuent à venir à l'hôpital, les patients continuent d'être au CHSLD en résidence intermédiaire ou autre. Donc, on a quand même encore ce lien-là. Ce qui est difficile, je pense, c'est pour effectivement échanger en groupe là dans votre cohorte, en fait, là, probablement d'étudiants. Écoutez, ben, n'hésitez pas à vous faire, je pense, des études de groupe
Zoom, Teams ou peu importe là, le moyen que vous pouvez trouver pour essayer en fait d'échanger ensemble là, puis de quand même vous créer un certain esprit de groupe là, puis que ça va pouvoir aussi potentialiser votre développement professionnel. Merci beaucoup. Et peut-être pour boucler un peu la boucle par rapport à justement les études au cycle supérieur, il y a Alexis Parent qui posait la question. Il a une amie IPS-SA qui aimerait faire un doctorat clinique. Est-ce que vous croyez que ce sera possible pour elle à court, moyen terme de réaliser son rêve professionnel? Bon, grande question que nous n'avons pas adressée aux doyennes de nos universités encore, mais c'est certain qu'on aimerait qu'il y ait un doctorat clinique, un peu comme aux États-Unis pour les infirmières praticiennes. On en a discuté dans le mémoire de la IPSQ qui a été déposé aux États généraux. On a indiqué des données aussi associées à ça en lien avec ce qui est de passage aux États-Unis, mais ça reste des choses à discuter avec nos universités du Québec. Est-ce qu'on peut adapter adapter sans nécessairement copier le modèle américain? Est-il possible d'adapter un doctorat clinique ici au Québec pour les infirmières praticiennes spécialisées? Alors, mais il y a aussi tout l'enjeu de quelle est la raison pour laquelle la personne veut faire le doctorat, parce qu'il y a dans les doctorats qui sont existants, il y a peut-être des doctorats aussi qui seraient applicables, mais si on vise un doctorat clinique, ben c'est des choses qu'on discute avec les gens concernés pour voir la faisabilité et qu'est-ce qu'on pourrait créer pour le Québec à notre image. Je pense qu'on est plusieurs infirmières praticiennes spécialisées qui pensent à cette option, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Tout si à je peux fait. me permettre de compléter, Allez-y. Je retrouve Alexis avec ses rêves. Il y a même des amis qui ont des rêves ici. On entend bien. Il faut juste se questionner à savoir c'est quoi la plus-value, qu'est-ce qu'on va chercher de plus. Mais comme doyenne, j'ai bien entendu. Superbe. Donc, j'ai fait le message. On a une question ici de Bilkis Wizanche qui parlait donc de justement pour faire un peu écho avec les formations qui sont offertes ici au Québec. Donc, pouvez-vous partager vos expériences concernant la crédibilité de la formation des IPS pour rejoindre des populations venant de pays où cette autonomie des IPS n'est que peu connue, sinon absente? Ah ben oui! En fait, c'est que nous, on accompagne justement beaucoup déjà l'Europe par rapport au développement de la profession, notamment en France. Il y a 2 endroits de la France. Il y a un endroit en Suisse qui nous parle par rapport à ça. Et nous aussi, là, on a besoin encore, parce qu'on n'a pas terminé, malgré la formation qu'on a ici au Québec, il y a encore des enjeux et pourtant, le reste du Canada, des États-Unis ont un rôle très avancé pour une formation qui peut être, en termes d'heures, moindre un peu. Alors, comment nous, ici, on est capable de se positionner? Ça, c'est un travail qu'on a à faire et qu'on défend beaucoup depuis de nombreuses années en s'appuyant sur des résultats probants. Et, effectivement, on accompagne les gens des autres pays à faire ces avancées-là. Et il y a des belles avancées qui se font justement en Suisse particulièrement, où le rôle au départ est le même que celui que nous venons de quitter au Québec. Alors, nous, on a pris 15 ans à le faire évoluer et eux, ils ont le rôle que nous avions juste avant de poser les diagnostics maintenant. Alors, c'est quand même une belle évolution. Et si on veut faire un comparatif, on s'en va aux États-Unis, dans certains territoires au niveau du nord du Canada, qui, eux, ont opté pour un rôle immédiatement, comme le reste du Canada, plein potentiel chez les infirmières praticiennes dès le jour 1 de leur apparition dans leur territoire. Donc, voyez-vous, c'est très relatif et ça prend du travail qui va se faire de longue haleine avec plusieurs personnes importantes, dont, par exemple, la direction des soins, ici au Québec, là, la direction des soins infirmiers nationales, les universités, les chercheurs, l'Ordre des infirmières, etc. Je m'excuse pour la drill que vous entendez probablement. Je pense aussi que la question de Madame Villanger, c'était est-ce que nos populations, en fait, là, d'un autre groupe ethnique là, qui ne connaissait pas les infirmières praticiennes, exemple, dans leur région d'origine ou leur pays d'origine, ben écoutez,
Encore aujourd'hui au Québec, là, moi et Christine, là, ça fait tout près de 12 ans que nous sommes IPS. Encore aujourd'hui, plusieurs patients d'origine québécoise nous disent, mais mon Dieu, c'est quoi une infirmière praticienne spécialisée? Donc, on explique énormément encore là, quel est notre rôle, comment on travaille, c'est quoi nos compétences. Donc, je dirais que ça, en tout cas moi personnellement, pour travailler avec plusieurs gens d'origine ethnique haute, là, ça n'apporte pas de difficulté là, parce que on explique vraiment ce qu'on fait puis c'est quoi nos compétences. Tout à fait. Ben, merci. Effectivement, Madame Pizzangi avait amené cette petite distinction-là, effectivement. Et bon, peut-être sur une note un peu rêveuse, c'est une question anonyme. Donc, pour l'avenir de la profession, quelle spécificité infirmière croyez-vous essentielle à développer? Quelle spécialité essentielle? Je pense qu'il y a, on a les infirmières praticiennes de première ligne là, qui sont en CHSLD, mais on sait que notre population québécoise est vieillissante. Là, certaines régions vraiment plus que d'autres. Moi, je suis dans la région de Laval. Là, on a une population très vieillissante. Je pense qu'on a le plus de RPA, la résidence pour personnes âgées, au Québec. Donc, je pense qu'au niveau de la spécialité, vraiment gériatrique, là, je dirais le complément, en fait, là, quand nous, en première ligne, on sait plus quoi faire là avec certaines problématiques de nos soins gériatriques. Je pense que la spécialité de gériatrie devrait être une spécialité qui devrait être vraiment tournée vers l'avenir, à mon avis. Et j'irais aussi parler peut-être de tout ce qui est la médecine, là, les transgenres, les dysphories de genre, les modifications, changements de sexe. Je pense que ça, c'est vraiment aussi un endroit où qu'on doit développer. Même chose pour toxicomanie, à mon avis, là, tout ce qui est des troubles liés à l'usage de substances. Tout à fait. Donc, ici, j'ai encore une question qui ramène justement à cette population vieillissante dont vous avez fait référence. Bon, c'est pas seulement la population vieillissante qui a besoin de soins de fin de vie, mais on demandait ici, voyez-vous, de quelle façon voyez-vous la contribution des IPS-PL dans les soins de fin de vie, notamment à la pratique à l'aide médicale à mourir, dans le continuum des soins palliatifs? Ben, je pense que la COVID nous a amené là vraiment aussi encore là, on parle de soins palliatifs, soins de fin de vie. Écoutez, on en a fait là de façon là assez importante dans nos divers centres de soins de longue durée. Je pense que vraiment, on a une contribution qui est vraiment essentielle. On a accompagné beaucoup les équipes aussi là, à reconnaître en fait là, c'est quoi une personne en soins de fin de vie, comment on peut l'évaluer de façon optimale pour la soulager, la rendre vraiment confortable. Fait que je pense qu'on a vraiment un rôle, un grand rôle à jouer. Là, avec le changement de règlement et de loi, on peut maintenant faire des soins palliatifs aussi à domicile. Donc voilà, hein, ça va vraiment, je pense, aller chercher ça. Je vais laisser Christine parler pour qu'est-ce qui est en fait des travaux qu'on mène pour les soins, pas palliatifs là, mais l'aide médicale à mourir. Excusez-moi, je cherche. Ben, en fait, c'est une continuité de soins. Puis les infirmières praticiennes qui travaillent auprès de cette clientèle-là souhaitent les accompagner jusqu'à la fin, mais ces gens-là aussi le désirent parce qu'elles se connaissent, il y a un lien de confiance qui est là, il y a comme une complicité qui est présente et ça serait bien si on pouvait le terminer ensemble. Et c'est une demande aussi des gens. Donc, actuellement, on sait que ça se fait dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens et au Québec. On souhaite aussi pouvoir compléter ces interventions-là auprès de nos propres patients et on fait des travaux à ce niveau-là, au niveau ministériel, pour bien informer sur le rôle, quelle est la complexité du soin, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi, puis pourquoi on est habilité à le faire. Et donc, c'est encore en cours, mais ce sont des choses qu'actuellement, on travaille avec le ministère. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Merci pour votre générosité. Donc, je vais terminer les questions ici. Pour les gens qui n'ont pas eu de réponse, je vais vous inviter quand même à prendre la perche que Christine nous a tendue, à écrire à info@aipsq.com. C'est bien ça? Superbe. Je vous repasse la parole, Madame Dubois.
Alors, merci. Malheureusement, ceci clôture notre conférence de ce soir. J'espère que vous avez apprécié, public invisible pour nous à nos yeux, mais que vous étiez présents et que vous en sortez renseignés et confiants pour vous aider dans vos démarches de prise en charge de votre santé. Vous recevrez à l'instant, comme déjà indiqué sur la page initiale quand on s'est connecté, vous recevrez dans la section clavardage un lien vers un court sondage. Je vous remercie d'y répondre parce que ça va nous aider à poursuivre, d'avoir des sujets d'intérêt qui puissent aussi vous motiver, qui sont pertinents, qui sont d'actualité. Remerciements particuliers à nos conférencières. Vraiment, merci beaucoup. Qui de mieux placé que vous pour répondre aux questions du public? Merci pour le partage de vos connaissances. Un grand merci au réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal pour leur soutien dans la réalisation de cette activité. Et merci aussi au groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal pour tout le volet technologie. Alors, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup et au plaisir, mesdames.